Bienvenue à S'épanouir avec Laura, un podcast multilingue qui explore l'apprentissage des langues, les expériences d'échange culturel et la diversité culturelle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Chloé Calam. Salut Laura. Salut, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Bon, Chloé, elle est journaliste et photographe. Elle va nous partager ses expériences professionnelles ainsi que ses projets artistiques. Et l'idée de cette conversation, c'est juste de parler entre amis d'une manière fluide et détendue et découvrir aux éditeurs un nouvel univers qui, ça me semble très intéressant. Et Chloé va nous parler un peu de ses projets. Parle-nous un peu de toi, Chloé, si tu veux parler de ton parcours académique, l'endroit où tu as étudié, tes passions. Et bien sûr, comme c'est une tradition dans ce podcast, dis-nous quelle langue tu parles. Alors, je vais commencer par les langues que je parle. Donc, je suis franco-suisse, donc je parle bien sûr le français, mais aussi l'anglais parce que c'est la première langue que j'ai appris dans mon parcours scolaire, et l'italien. J'ai vécu un petit peu en Italie, j'ai aussi de la famille par alliance là-bas et c'est vraiment, pour moi, c'est une langue de cœur. Voilà, je trouve que c'est une langue qui est tout simplement belle et c'est aussi une langue culturellement affiliée aux arts. C'est pour ça que j'avais eu envie de l'apprendre. Donc tu m'as demandé de me présenter d'un point de vue un peu plus scolaire, académique. Oui. Alors moi, j'ai fait un master de théorie et pratique en art à l'École normale supérieure de Paris. J'ai aussi fait la classe préparatoire de l'école de cinéma La Fémis à Paris. Et après ça, je me suis orientée vers des études en journalisme pour compléter ma formation. Donc je suis actuellement au centre de formation des journalistes de Paris. Et Laura, si on s'est rencontrés, c'est parce que j'étais une semaine en reportage à Valence, 4 mois après les inondations, pour rencontrer les artistes locaux et faire un sujet autour de la façon dont s'en sortent les artistes 4 mois après les inondations à Valence. Et on a collaboré ensemble pendant ce reportage. Justement, je mettrai après le link sur la description de Spotify, mais vous allez voir que Chloé a rédigé un article par rapport à la Dana et tout ce qui s'est passé dans le sens de l'investigation, de la recherche des différents auteurs. C'est ça. Et on s'est connus parce que moi, je l'ai aidé avec un auteur qui parlait pas français et j'ai fait un peu d'intermédiaire et aussi de fixeur. Je sais pas comment tu dis ça. Fixeuse. Ouais, fixeuse. Oui. Et en fait, c'était important aussi pour ce podcast. Je voudrais que tu nous parles des expériences que tu as eues avec des fixeurs ou fixeuses parce que je sais pas si à Valence, tu as aussi fait des interviews avec des gens qui parlaient pas français ou des gens qui parlaient pas anglais. Oui? Ouais, ça m'est arrivé. J'ai interviewé notamment une peintre qui parlait en fait espagnol, mais qui parlait un petit peu d'anglais, un petit peu d'italien. Et donc, c'était assez folklorique parce que j'ai dû louer une voiture pour aller la voir dans son atelier parce qu'elle habitait un village un peu loin par rapport à Valence qui n'était pas desservi par les stations de train. Donc déjà, louer une voiture en Espagne, conduire en Espagne seule, c'était une aventure. Mais en plus, voilà, il a failli faire le chemin. Et quand je suis arrivée, en fait, quand j'ai enfin réussi à arriver à son atelier, elle m'a dit bon, par contre, je parle pas tellement anglais. Donc j'étais là, j'allais faire l'interview. Et donc, on a utilisé à peu près tout. Hein. On a utilisé l'espagnol, le français, l'anglais, l'italien. Tout y est passé. On a aussi beaucoup communiqué avec des gestes, avec des regards. Et en fait, c'était un moment qui était très beau finalement parce que je pense qu'on s'est comprises. Elle a apprécié l'article par ailleurs. Ce qui est pas toujours obligatoire quand on interviewe quelqu'un, mais ce qui est quand même plutôt gratifiant quand c'est le cas. Donc voilà, ouais, c'était une expérience intense, mais amusante en même temps. Mais c'est très très bien, je trouve, qu'on puisse se communiquer à partir des petites nuances des différentes langues, parce que l'italien, le français, le catalan, l'espagnol, si tu sais pas parler, si tu as pas un C1,
au moins tu vas pouvoir te communiquer. C'est sûr qu'avec cette personne, c'est sûr qu'elle parlait un peu de valencien ou un peu d'espagnol et elle a pu te communiquer des choses en italien ou en français. C'est très bien, franchement. C'est très très bien. Et c'est très intéressant et aussi un peu, j'imagine que pour toi ça a eu d'être stressant parce que là tu es arrivé là-bas sans savoir un peu quoi faire. Une fois elle te dit non non je parle pas trop anglais. Là tu te dis mais pourquoi tu m'as pas dit avant, non? Bah, on parlait en anglais par écrit, donc, mais d'un côté, je lui ai pas non plus demandé est-ce que vous êtes sûr que l'anglais ça ira, etc. Donc là, c'est un peu ma faute. Oui. On s'en est très Avec, bien ouais. En fait, avec l'entretien qu'on a fait à Ruben Tortosa, c'était aussi très bien parce qu'il parlait un petit peu de français et il essayait et ça faisait que entre vous, c'était pas froid parce que normalement, s'il y a un intermédiaire ou un interprète qui traduit les deux parties, il n'y a pas trop de sentiments entre la langue source et la langue d'origine, entre les deux personnes, non? Ouais. En fait, ça, justement, c'est pourquoi le travail avec le fixeur va être vraiment important. En fait, le fixeur, c'est pas seulement celui qui va traduire la langue. C'est vraiment un intermédiaire humain. C'est celui qui va devoir aussi gérer un peu toute la partie émotionnelle qui peut se produire au cours de l'interview. La partie aussi liée à la sociabilité, à la politesse. C'est-à-dire que moi, j'aurais beau me présenter en français avec mes us et coutumes en tant que française, y mettre toutes les formes, etc. Si la personne en face ne parle pas la même langue, bien sûr qu'elle va pas pouvoir comprendre ma politesse, être atteinte par mes intentions. Et en fait, le fixeur doit traduire ça aussi, et il doit également le traduire culturellement, en fait. Oui. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que parfois, donc tu me demandais de parler de mes autres expériences avec des fixeurs. En l'occurrence, j'en ai surtout eu avec des fixeuses, Katarina et Isabella, en Bosnie-Herzégovine. Donc c'était en 2024, à partir du mois de mars au mois de mai. Pour un projet d'enquête en fait en Bosnie-Herzégovine autour de la violence sexiste subie par les femmes mais sous l'angle économique. Et donc il y avait 10 jours de terrain en avril à Mostar, c'est une ville au sud de la Bosnie-Herzégovine, et en fait j'ai travaillé avec Katarina et Isabella et même fait l'entièreté de ce projet grâce à une association de journalistes qui s'appelle Temeko. Et donc c'est eux qui mettaient en relation en fait 10 jeunes journalistes français et 20 personnes issues des Balkans, des différents pays, donc Croatie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, qui étudiaient le français et la traduction. Et ou la traduction d'ailleurs, il y en a qui je crois n'étudiaient pas la traduction. Et donc on a été mis en relation. Il y avait des propositions par tout le monde de sujets de reportage ou enquête, voilà. Et en fait, donc on a décidé avec Isabella et Katarina de travailler sur ce projet qu'avait proposé, sur ce sujet pardon qu'avait proposé Katarina, à savoir les violences faites aux femmes. Et moi j'ai affiné avec l'angle économique, etc. Et donc en travaillant avec elle, enfin c'était un sujet, tu peux t'en douter, extrêmement compliqué. On était dans le cadre de la violence faite aux femmes. Il y avait eu des féminicides qui ont marqué dernièrement la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, qui ont été assez médiatiques parce que très violents et très relayés sur les plateformes. Et en fait, on était vraiment dans le cadre d'un sujet non seulement violent, mais aussi tabou. Et en plus, invisible. Parce que, déjà parler de la violence faite aux femmes, d'un point de vue psychologique et physique, c'est déjà compliqué. Mais parler d'affaires, d'argent, de choses qui touchent aux finances personnelles, du foyer, etc., à certains moments, c'était vraiment très difficile parce qu'en fait, on essayait de mettre des mots sur quelque chose qui était tabou, qui était invisible et qui n'était des fois même pas conscientisé, en fait. C'est-à-dire que la plupart du temps, nos interlocuteurs comprenaient qu'il y avait effectivement un sujet sur la violence physique psychologique, mais ne comprenaient pas le sujet par rapport à l'argent. Parce que moi, j'arrivais avec mes concepts
Par exemple, le contrôle financier, même ne serait-ce que le concept de violence économique est un concept. Et donc, il fallait traduire ça par des exemples. À chaque fois, Katharina et Isabella, je leur parlais et elles reprécisaient, non, mais vous savez, est-ce qu'on vous a déjà empêché de toucher votre salaire en vous donnant seulement de l'argent de poche? Est-ce qu'on vous a déjà confisqué votre argent tout bonnement? Voilà, donc il fallait qu'il y ait une traduction en fait culturelle. Et il y a des moments où Katharina et Isabella me disaient, mais tu sais ça, c'est une question qui est vraiment compliquée. Parce que pour la Bosnie-Herzégovine, ça touche à des questions de religion, de conflits entre ethnies, etc. Des choses que moi, j'ai du mal à comprendre en tant que Française. Par exemple, la division ethnique de la Bosnie-Herzégovine, on en a beaucoup parlé, j'ai beaucoup appris là-dessus. Mais c'est vrai que de prime abord, je ne m'imaginais pas l'importance que ça pouvait avoir dans ce pays. Donc là, j'avais besoin d'elle d'un point de vue linguistique, mais aussi humain, et c'était vraiment précieux. Bien sûr, là, on le voit surtout dans mes études, je fais la traduction, et on voit que c'est très très important de comprendre qu'on n'est pas là pour traduire la langue, et c'est tout. Parce que ça serait la base de la base de la base. Il y a beaucoup plus derrière le mot, il y a beaucoup plus derrière chaque structure linguistique, et il faut beaucoup plus qu'avoir un C2 linguistique. Il faut beaucoup plus. Il faut connaître la culture. C'est pour ça que c'est très important, en fait, que nous, comme étudiants de traduction, on part à l'étranger, surtout à un endroit où la langue qu'on est en train d'étudier se parle, parce que comme ça, on est conscient de la situation socio-linguistique, de la culture, de comment les gens interprètent différentes choses, parce que c'est pas du tout ce qu'on pense ici par rapport, par exemple, à la violence sexiste ou des choses comme ça, que à l'autre partie du monde. C'est pas du tout la même chose. Et justement, c'est pour ça que je trouve aussi que c'est très important, parce que à la fin, la langue, elle est reliée avec la culture, mais c'est pas, la langue, elle est pas la seule qui doit être traduite. Complètement d'accord avec toi. Merci de partager ça avec nous. J'ai beaucoup appris. Et là, j'aimerais bien qu'on passe à un peu tes projets personnels, professionnels aussi. Et j'aimerais bien commencer avec la poésie maison. Parce que tu m'as parlé de ça, c'est une des séries de photographies que tu as commencé. Et c'est une façon d'interpréter des poèmes de Sylvia Plath, c'est ça, si j'ai bien compris, à travers l'image. Et en fait, il y a une chose que tu m'as dit que j'ai bien aimé. Je voudrais que tu en parles un peu plus. Et en fait, tu as dit que tu utilises ton corps pour mettre en scène ces textes, les textes de Sylvia Plath, et tu mets des images sur ces mots, en espérant réussir à faire entendre sa voix derrière les couleurs et les formes. Et c'est un processus de survie, l'un des seuls moyens de rompre l'isolement de la violente dépression que je traversais ces derniers mois. Est-ce que tu voudrais parler un peu plus sur ces projets ? Oui, alors la rencontre avec l'écriture de Sylvia Plath, ça a été vraiment une décharge électrique. En fait, c'est là où en ce moment les projets journalistiques peuvent être un peu liés au projet artistique des fois. Mais pour un projet de journal qu'on faisait dans le cadre de mes études, j'avais eu l'idée de faire des pages. Vous savez, en dernière page, des fois, il y a des pages d'astrologie où on peut lire des prédictions sur notre avenir en fonction du signe. Et en fait, j'avais eu l'idée de remplacer ces prédictions par des poèmes, de faire un peu de l'astrologie poétique en fait, où chaque signe astrologique pouvait avoir son poème. Parce que je suis grande amatrice de poésie, notamment de la poésie du XXe siècle. Et en fait, en écrivant, en sélectionnant des extraits de poèmes, je me suis rendu compte que je ne connaissais aucune femme, aucune poétesse. Et récemment, j'ai été aussi au lancement de la revue, d'une revue de littérature d'un ami, qui fonde une revue de poésie, et je discutais avec une poétesse contemporaine qui s'appelle Shana, elle me disait oui, la poésie est vraiment un monde très 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 masculin encore aujourd'hui, et c'est le cas. Et donc
quand je me suis aperçue de cette lacune-là, j'ai eu envie d'aller lire des textes d'autrices. Et je suis tombée sur un poème de Sylvia Plath qui s'appelle Soliloque d'une solipsiste, qui est en fait un genre de monologue à la première personne, où en fait elle marche dans un paysage, elle décrit le paysage dans lequel elle marche, mais en fait elle le décrit de son point de vue. Et j'ai trouvé une puissance absolument folle dans ce poème-là, parce qu'en fait c'est comme si elle créait le monde à travers son regard. En fait, elle marche dans ce paysage, mais tout le paysage dépend de son point de vue, de sa conscience, de son regard. Elle a des mots très forts où elle dit qu'en fait, si jamais elle clignait des yeux et qu'elle fermait les paupières, tous les gens qui sont dans cette rue, qui marchent, qui boivent d'ailleurs, il y en a certains qui sont sous dans le poème, c'est vraiment très vivant, ils disparaîtraient d'un coup en fait. Et donc en fait, pour moi, ce texte-là, c'est vraiment c'est aussi la poétesse en acte en fait, la femme créatrice qui se met en scène en train de créer les choses. Et c'est une puissance assez dingue parce qu'en fait, ce qu'elle crée là, à travers le cadre de son poème, c'est le monde qu'elle emprunte elle-même, enfin à travers lequel elle marche. Donc je me suis dit que cette poétesse avait une puissance dingue et qu'il fallait absolument que je lise son travail. Donc ce que j'ai fait, notamment avec La Traversée, qui est un recueil, et Arbre d'hiver, qui est un autre recueil arrangé par l'homme qu'elle a épousé, qui était aussi poète, qui s'appelle Ted Hughes. Et en fait, au fur et à mesure de la découverte de son écriture, j'ai découvert la poétesse elle-même. Et en fait, j'ai été assez choquée d'apprendre très rapidement qu'elle s'est suicidée à l'âge de 30 ans, d'une manière assez spectaculaire, puisqu'elle elle a mis sa tête dans un four. Il y avait ses 2 enfants à la maison, elle était à l'époque séparée de Ted Hughes. Et voilà, en fait, elle a une vie assez tragique. Elle avait beaucoup de... elle luttait énormément contre la maladie mentale. Et bien sûr, c'est une situation qui m'a touchée parce que ça a été aussi le cas pour moi. Enfin, c'est le cas pour moi depuis de nombreuses années. Et voilà, c'est des situations de troubles psychologiques vis-à-vis desquelles j'ai de l'empathie, en gros. Voilà. Et en fait, l'idée de la série de photographie, elle est axée autour de l'idée du double. J'ai envie de mettre en scène une sorte de rencontre entre Sylvia Plath et moi, entre l'image et les mots, entre sa voix, son écriture et mon corps, et croiser un peu 2 histoires. En fait, donc la série s'appelle Poésie Maison Home Poetry parce que je travaille avec les textes dans les 2 langues. Parce qu'en fait, Sylvia Plath a une écriture tellement complexe, elle est tellement dure à traduire que même si la traduction est effectuée de façon géniale avec une spécialiste qui, si je ne dis pas de bêtises, s'appelle Valérie Rousseau, il faudra reconfirmer. La traduction est géniale en française, mais en anglais, des fois, il y a des termes, il y a des jeux de mots qui apparaissent qu'on ne remarque pas forcément si on s'attache seulement à la version française. Donc en fait, j'ai construit, donc je travaille comme ça de façon bilingue, et en fait, si c'est poésie maison, home poetry, c'est parce qu'il y avait une sorte d'urgence pour moi à réaliser ces images. C'est-à-dire que je lis les poèmes en fait et je les absorbe, je les métabolise en quelque sorte et en fait au plus je construis l'image, au plus j'ai la sensation de me rapprocher du poème. Mais en même temps j'en fais autre chose parce que il y a aussi une transformation dans l'image. C'est pas comme si on mettait par exemple un prompt et qu'on générait une image vis-à-vis de ce prompt en fait. Ce qui est assez génial avec la technique photographique que j'utilise, qui est la surimpression numérique, c'est qu'il y a une grande part d'aléatoire dans la génération de l'image et en même temps beaucoup de maîtrise et beaucoup de technique. Peut-être expliquer un peu aux auditeurs ce qu'est la surimpression numérique, si tu me le permets. Oui, bien sûr.
Alors en fait, c'est une technique de superposition d'images à la prise de vue. C'est-à-dire que je fais comme un collage d'images, j'ai un millefeuille d'images et je vais coller les prises de vue entre elles, mais je vais pas le faire en post-production avec un logiciel comme Photoshop par exemple, je le fais vraiment à la prise de vue, mais avec un appareil photo numérique. Donc ça nécessite un peu de technique parce qu'il faut quand même bien gérer tous les paramètres de l'image, mais et dans le cadre d'une série où j'utilise mon propre corps pour composer l'image, les épreuves de shooting, enfin j'ai dit les épreuves, mais le shooting peut devenir une genre d'épreuve parce que ça en devient extrêmement physique. En fait, il faut gérer le décor, il faut gérer la pose du modèle, en même temps qu'il faut gérer les différents paramètres des différentes photographies et les prises de vue entre elles. Donc en fait, il y a une espèce de ça en devient carrément une épreuve. Et en plus, il y a le temps, en fait. C'est presque méditatif. C'est aussi, il y a un aspect il y a un aspect de soin dans la façon de faire des images comme ça. Parce que je pourrais faire des images rapidement, les coller sur Photoshop, etc. Ça me prendrait beaucoup moins de temps. Mais l'intérêt, c'est déjà d'obtenir un tout autre résultat que ce que je pourrais obtenir avec Photoshop. Mais en plus, voilà, de prendre ce temps, en fait, d'avoir cet engagement du corps, cette concentration qui revient à un espèce de soin et à travers la création et aussi à travers l'écoute des textes de place. Oui. Je le trouve très intéressant. Moi, je pense que pour toi, ça doit être une façon aussi un peu de te dépayser, de partir un peu du monde. Et aussi comme la personne qui médite en écrivant, là, tu médites en faisant la surimpression numérique, c'est ça? C'est très, très, très intéressant. Et moi, j'aimerais bien mettre après, si tu me laisses, mettre des images maintenant sur la vidéo que les auditeurs vont voir, des images que tu postes sur Instagram, c'est ça? Après, à la fin, tu nous diras ton Instagram pour que les gens puissent suivre tes projets artistiques. Mais je le trouve très intéressant. Et il y a une chose qui m'a choquée, je sais pas si j'ai bien compris, et c'est la façon dans laquelle tu interprètes les poèmes. En fait, tu as dit que tu le fais d'une façon bilingue. Tu prends pas seulement le texte, la poésie en français, tu la prends en français et en anglais parce qu'il y a plus de jeux de mots, tu t'as dit en anglais, ou plus de structures qui représentent une chose qui sont difficiles de traduire et pourtant la traductrice peut-être n'a pas traduit exactement ce que l'auteur voulait dire et pour ça tu penses que tu peux avoir beaucoup plus d'idées de l'image, c'est ça? Ouais. En fait, c'est une question d'image parce que, la poésie, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que la poésie, la première réponse c'est la poésie, c'est une affaire de rythme, d'abord. Mais pour moi, la poésie, c'est non seulement une affaire de rythme, mais vraiment une affaire d'image. J'aime beaucoup le philosophe Gaston Bachelard, qui a beaucoup écrit à ce sujet dans un livre qui s'appelle La poétique de l'espace, où en fait il a une vision très optimiste de la création et de l'imagination, puisqu'il estime qu'en fait on peut entièrement inventer une image. C'est un point de vue philosophique que je trouve génial parce que normalement, quand on crée, le discours classique, c'est de dire qu'on reprend des choses déjà existantes et qu'on les combine, qu'on les transforme. Gaston Bachelard, je sais pas si je suis d'accord avec lui ou pas, mais c'est pas ça qui est important, mais il pense quelque chose de très beau qui est que l'imagination peut être pure. Et justement, pour lui, les poètes ont la capacité à générer, à créer de nouvelles images. Et donc, pour moi, la poésie, c'est beaucoup une affaire d'images, d'où le fait que c'est assez jouissif de mettre en lien surimpression, qui est quand même une technique de création d'images. C'est pas de la photographie journalistique, c'est pas de la photographie documentaire, c'est vraiment du trucage, de l'assemblage d'images, de matières, de textures, pour créer quelque chose qui n'a pas été vu avant et qu'on ne pourrait pas voir normalement, avec nos yeux tout simplement, qu'on doit voir à travers à travers des yeux photographiques, on va dire, et des techniques photo. Et donc, l'important, c'est l'image et justement
avec l'anglais, il y a des images qu'on n'arrive pas à retrouver avec le français. Par exemple, je pense à un poème de Sylvia Plath qui s'appelle Arbre d'hiver, qui est un poème qui décrit un ensemble d'arbres et qui parle en même temps de la maternité et de la fertilité. Et à un moment donné, elle s'exclame: ah, mais les arbres qui semblent être supérieurs aux femmes ont une semaison tellement plus facile. Ils peuvent se multiplier, faire quelque chose de plus organique, de plus simple finalement pour les arbres en tant que plantes dans la reproduction. Alors qu'elle semble être plus difficile pour les femmes finalement dans ce poème. Et en fait, je crois que la traduction en français c'est que les arbres sont enracinés profond dans l'histoire. Alors qu'en anglais, tu verras, c'est très différent. C'est waist deep in history. La taille au fond de l'histoire. Et dans ce mot, dans waist deep, dans cette taille qui est enfoncée, qu'est-ce que suggère la taille? Eh ben, elle suggère les organes génitaux féminins, elle suggère le ventre, elle suggère l'utérus, ça suggère tout ça. Alors que dans l'idée de racine, en français, il y a autre chose. Il y a un héritage, il y a une descendance. Mais c'est moins organique, en fait. On n'a pas l'idée comme ça de la chair, de l'utérus de la femme. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien regarder les deux textes en français et en anglais. Oui, je le trouve très intéressant parce qu'à la fin, si tu veux voir le détail, le voir en profondeur, il faut aussi que tu regardes la partie en anglais. C'est très intéressant. Et comme ça aussi, la traduction va aussi t'offrir des nouvelles choses que tu n'aurais pas pensé avec l'original. C'est très intéressant. Et je voulais te demander aussi, comment tu as eu l'idée de faire la surimpression numérique? Est-ce que tu connais des auteurs qui font ça? Je sais pas si je vais les connaître, mais au cas où, parce que ça m'intéresse beaucoup. En fait, moi, je les connaissais pas avant. C'est là, quand tu m'as montré les images, que je dis, waouh, c'est quoi ça? Et tu m'as expliqué, mais je le connaissais pas. Si tu veux en parler un petit peu. Alors, c'est intéressant que tu poses cette question. Effectivement, la surimpression, en fait, c'était une ancienne technique d'effets spéciaux qui était beaucoup utilisée au cinéma et qui est maintenant un peu tombée en désuétude. Ma rencontre avec la surimpression, c'était il y a plusieurs années déjà, je dirais en 2018. À l'époque, j'étais en classe préparatoire, en Cagne d'ailleurs, et je préparais les concours d'entrée à l'école normale supérieure, notamment en cinéma, parce que j'étais spécialiste de cinéma, j'ai beaucoup étudié le cinéma dans ma vie, et parce que je suis complètement passionnée par ça, et ça a formé aussi ma pratique artistique en photographie, vidéo, etc. Et donc à l'époque, on avait un programme sur les trucages et effets spéciaux des débuts du cinéma à nos jours. Et ça m'a absolument passionnée. Les trucages, l'aspect artisanaux des trucages notamment, puis le passage plutôt aux effets spéciaux avec la transition du numérique, etc. Enfin, j'ai adoré découvrir ça, voir comment les films étaient faits et quel type d'image en fait on pouvait obtenir. Et un jour, on a regardé un film qui s'appelle La Talente de Jean Vigo. C'est un vieux film français du début du XXe siècle, enfin du début années 20 si mes souvenirs sont bons, peut-être années 30 si je me trompe, l'un des deux en tout cas. Et dans La Talente, il y a une scène qui est absolument incroyable. En fait, c'est l'histoire d'un marin qui est très amoureux d'une femme, mais il y a un peu de... Enfin, leur histoire est un petit peu compliquée et au fil du film, et à un moment donné, elle part, et en fait, le marin qui est dans sa péniche et vogue dans un canal saute dans l'eau à un moment donné. Et il y a une voix off qui dit... il est dit dans le film que quand on plonge au fond de l'eau, on voit l'image ou comme un peu le fantôme de la personne qu'on aime. Et en fait, donc, on voit le marin au fond de l'eau et en superposition apparaît tout à coup le visage de cette femme qui est partie. Et ça m'a bouleversée, j'ai trouvé ça d'une beauté folle. Et ce qui m'intéressait avec je me suis dit, c'est dingue, la surimpression, en fait, rend visible une absence. C'est-à-dire que elle matérialise l'absence. L'apparition du visage de cette femme, c'est parce qu'elle a précisément parce qu'elle a disparu, parce qu'elle est pas là, parce qu'elle constitue un manque pour le marin.
Et donc cette poésie-là, ça m'a absolument fascinée. Et donc il se trouve que j'ai acheté un appareil photo qui me permettait d'avoir une option pour cet effet spécial là, la surimpression en numérique. Et donc c'est dès que j'ai commencé à vraiment photographier, parce que je photographie depuis que je suis enfant, mais j'ai eu mon premier vrai appareil photo, on va dire, parce que j'en avais eu un, mais bon, il était moins performant. Et après, je photographiais beaucoup sur téléphone, mais mon vrai gros appareil photo que j'ai pu m'acheter, le matériel avec lequel je travaille aujourd'hui, c'était voilà, autour de mes 18 ans. Et donc, à partir de cette période-là, j'ai commencé à faire de la surimpression en numérique de façon quasi systématique, en fait, à développer ces techniques. Et notamment le travail avec l'eau, parce que je travaille souvent avec l'eau pour des effets de recherche plastique pour la photographie. Voilà. C'est très très intéressant. En fait, là, j'ai envie de chercher plus d'informations sur ça parce que c'est incroyable. Et si les gens qui nous écoutent, j'aimerais bien que vous partez dans le Instagram de Chloé et vous voyez ce qu'elle fait parce que c'est incroyable et j'adore les images que tu crées. Je pense que c'est très créatif, franchement. Et ça me choque parce que c'est pas la seule chose que tu fais. Tu m'as dit aussi que tu explores un projet, je pense que, à mon avis, c'est un peu plus personnel et engagé sur le changement climatique. Parce que j'ai vu que tu as publié une série de photographies qui explorent un peu cette thématique dans la région de tes parents, si je ne me trompe pas, et oui. Plus précisément dans le village de ta mère, qui est une petite commune rurale et qui est à l'est de la France, c'est ça? C'est ça, près de la frontière avec la Suisse. Ok. Et j'aimerais bien que tu nous contes, parce que tu m'as mentionné que tu aimerais associer texte et images pour évoquer les souvenirs de l'enfance, de ton enfance, et les pratiques familières autour de la forêt, de la neige et de l'hiver. Et justement, tu as déjà publié quelques photos sur cette série. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus le changement climatique, aussi tes sentiments? Qu'est-ce que ça t'évoque? Oui, alors j'ai eu l'idée de cette série l'hiver dernier. Enfin, je l'ai réalisée, j'en ai eu l'idée l'hiver dernier parce que je rentrais chez mes parents pour fêter Noël, tout simplement. Et j'ai été assez émue parce qu'en fait, il y a eu de la neige, chose qui se fait de plus en plus rare dans cette région de la France. Alors que soit dit en passant, c'est dans cette région qu'il y a le village réputé pour être le plus froid de France, qui s'appelle Mout, dans le Jura. Voilà. Donc cette année, il y avait eu de la neige et j'étais très émue parce que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Le changement climatique a des effets déjà ressentis et mesurables en fait dans cette partie-là de la France. Ma mère habite un village à 600 mètres. Quand j'étais enfant, c'était tout à fait normal que mes petits camarades et moi allions à l'école en combinaison de ski parce qu'il y avait énormément de neige. Donc en fait, oui, ça arrivait souvent qu'on aille à l'école en combinaison de ski. Voilà. Il y avait aussi à un moment donné des journées, une journée dans l'année qui était banalisée pour aller faire de la luge dans le cadre de l'école. Waouh, j'adore. C'était très c'était l'hiver, c'était quelque chose qui revenait tout le temps, la neige revenait tout le temps, c'était la norme. Et en quelques années, ça a vraiment basculé. Il y a quasiment plus de neige. Maintenant, c'est très rare, elle ne tient plus. Et j'ai des frères et sœurs plus jeunes que moi, on a 8 ans et 14 ans d'écart, et eux n'ont jamais eu les mêmes pratiques que j'ai pu avoir dans l'enfance par rapport à la neige. Mon petit frère, avec qui j'ai 14 ans d'écart, n'a quasiment jamais fait de luge. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé pendant des années, la disparition de la neige. Et des pratiques aussi sociales, familiales, l'entourant. Et donc cette année-là, puisque la neige est revenue, j'ai envie de faire une série de photographies, donc toujours en surimpression, dans la forêt de la commune de ma mère. Et donc j'ai fait une série de 6 photos autour de la neige, autour du gel. Et en fait, ces séries de photos sont toutes liées à un texte poétique qui évoque des souvenirs d'enfance. Et c'est toi qui l'as créé ou tu t'es inspiré sur d'autres au-dessus de la poésie qui est déjà créée?
Non, alors j'écris aussi de la poésie, j'ai aussi des pratiques d'écriture qui sont non journalistiques. Ok, Donc ce seront des textes que j'ai rédigés pour ça. très Voilà. bien. Et donc dans mes recherches, je sais pas encore comment trop bien mettre en rapport le texte et l'image, et si je vais composer des textes que je vais afficher à côté des photographies dans le cadre d'une exposition, ou si je vais peindre en fait ces textes poétiques à même la photographie. En ce moment, je suis dans un processus de test avec des tests de tirage. Voilà, parce que je sais déjà que je vais tirer les photographies sur une matière, sur un papier très blanc parce que c'est vraiment, il y a vraiment des effets visuels, mais du coup, pour le coup, ça vaut le coup d'aller voir. Il y a vraiment des effets visuels qui sont donnés par le gel, donnés par la neige, et ça donne un petit peu des images féeriques en fait. C'est-à-dire que je me suis servi d'un cadre réaliste, qui est celui de la forêt en décembre 2024, pour faire apparaître une vision plus émotive, plus ancrée dans des souvenirs d'enfance. Et j'ai vraiment voulu faire ressortir l'aspect féerique de la forêt. Mhm. Pour moi, la forêt, c'était vraiment comme une seconde habitation. Et pour ma famille aussi, avec mes frères et sœurs, on a beaucoup joué dans la forêt. En fait, ma mère, vraiment la maison de ma mère et de mon beau-père est à 50 mètres, 100 mètres de la lisière de la forêt. Mm. Ma mère est issue d'une famille, on est issu d'une famille paysanne, donc il y a aussi un rapport à la terre qui est particulier. Ma mère connaît les champignons et fait de la cueillette de champignons. Elle jardine aussi beaucoup. Moi, c'était plutôt, ben voilà, j'arpentais la forêt, je la photographiais, je l'arpentais à cheval aussi. J'ai eu différentes pratiques comme ça liées Mm. à la forêt. Donc voilà, c'est une série qui, comme tu le dis, elle n'est pas plus personnelle, mais disons qu'elle aborde autre chose. Voilà. Très bien. J'imagine aussi que pour tes parents, t'as dit que t'as un frère et une sœur ou c'est tous les deux les frères, deux frères? Alors, j'ai des frères et des sœurs. Ok. Enfin, un frère, J'imagine. pardon, et un frère, il y a aussi le fils de mon beau-père et des sœurs. Enfin, une grande famille Ok. en tout cas. Une grande famille. J'imagine que pour toute ta grande famille, ils vont voir ces types de création artistique et ils vont aussi être émus. Et ça va être sentimental aussi pour eux, j'imagine. Surtout pour ceux qui ont vécu la neige comme toi. Et je trouve aussi incroyable. Incroyable. Pour toi aussi. Je pense que ça c'est aussi relié. On parlait un peu de la méditation les gens. Comment est-ce qu'ils méditent? Toi, par exemple, tu fais la surimpression numérique. Ça, c'est aussi une façon de méditer parce que, en fait, tu fais beaucoup de choses à la fois. Et une d'entre elles, c'est partir dans ton mémoire, partir au moment où tu étais heureuse, où tu étais jeune, où tu étais petite avec ta famille. Je trouve que ça doit aussi être très important pour toi. C'est Mm. beaucoup plus que juste une œuvre que tu crées, comme tu as dit. Tu pourrais le faire sur Photoshop, beaucoup de choses que tu fais, mais c'est plutôt le temps que tu prends pour t'arrêter et dire ça, c'est important pour moi. Ça, c'est beaucoup plus sentimental. Me fait, je sais pas, ça me fait sentir des choses. Et à la fin, c'est l'art et la poésie. Voilà, ouais, t'as complètement raison. Le processus est vraiment très important pour moi. Oui, c'est très intéressant. Et là, tu as dit que tu t'es pas arrêté de faire ces derniers projets et tu es encore en processus, c'est ça? Voilà, Comme c'est par ça. exemple, oui, comme par L'objectif, c'est exemple, de ouais, pouvoir faire des tirages. Et une fois que j'aurai les tirages définitifs, j'aimerais bien les proposer à un lieu d'exposition. très Pourquoi bien. pas à Paris, pourquoi pas dans la région de mes parents aussi, pour organiser une exposition Ça, qui, c'est je très bien. l'espère, durerait le plus longtemps possible. Tu nous diras et on y va. Oui, et tu es aussi dans un autre projet. Si je pense que ça se prononce comme ça, Doom Scrolling, Monday Scrolling, quelque chose comme ça. Je sais pas si tu as déjà commencé ou pas, ou c'est juste une idée, mais si tu veux en parler un petit peu. C'est relié aux réseaux sociaux, c'est ça? C'est ça, oui. Un autre sujet auquel je m'intéresse beaucoup, c'est la pratique des usages numériques. Mhm. Et je serais un peu timide pour en parler parce que pour le coup, je l'ai pas commencé. Ok. C'est C'est un juste peu une idée. Tu peux lié, nous donner un peu.
Voilà, j'ai rédigé une note d'intention, il est pas encore en production ni rien, donc voilà, je vais pas trop développer dessus, mais en fait c'est un projet d'enquête personnel sur l'usage sur le scroll en fait, sur l'usage du scroll, et l'idée c'est de rendre visible le nombre de fois que l'on peut scroller dans une journée. Ça va être un projet de vidéo qui va alterner une création sonore et de l'image vidéo. Et en fait, l'idée, c'est de réussir à filmer, à enregistrer le mouvement, on va dire, du scroll en une journée. C'est-à-dire que normalement, quand on déverrouille son téléphone et qu'on scrolle, le temps nous échappe complètement. On n'arrive pas à se rendre compte combien de temps on a passé sur notre téléphone. Et on n'arrive pas du tout à se l'imaginer à l'échelle de 24 heures, à l'échelle d'une journée. Donc l'idée, ça va être d'enregistrer chaque séquence de scroll, de les aligner en temps réel, et donc de les aligner sur le temps en temps réel, sur 24 heures, et après de compresser ces 24 heures pour avoir une vidéo beaucoup plus courte, pour qu'en fait, on puisse voir, ça va être un peu comme les battements d'un cœur, en fait. On va voir, quand ce sera le calme plat, il y aura pas de scroll, et quand une certaine image va arriver, ce sera le moment du scroll. Et donc, en fait, ça va faire... Voilà. Je sais pas si tu peux te représenter le mouvement, mais voilà l'idée du projet, en tout cas. Très intéressant. De rendre visible, en fait, le scroll, qu'on n'arrive jamais à voir. Il y a déjà une option je pense que sur l'iPhone peut-être, qui te dit combien de fois tu as ouvert le téléphone par jour. Là. C'est ça? Mais ça reste abstrait en fait. Et moi, c'est vrai que tu le vois. Voilà, j'aimerais en fait faire vivre sensoriellement cette expérience-là aux auditeurs, au public en fait. Oui, bien sûr. Je pense que c'est aussi une façon de montrer les gens un peu l'addiction que tous nous avons, parce que c'est pas juste une partie de la société. Je pense que c'est beaucoup plus général. Et je pense que cette œuvre-là, si à la fin tu réussis à faire cette idée qui est incroyable, je pense que ça va marquer beaucoup plus de gens, comme ça va pas marquer juste une génération. Ça va marquer un peu tout le monde, parce on a tous des problèmes avec l'addiction au scroll en général, surtout maintenant TikTok, Instagram, c'est fou. Et je le trouve aussi très intéressant, et aussi la version vidéo. Je pense que c'est aussi très bien que tu travailles pas juste dans une ambiance, dans un contexte. Tu fais la poésie, tu fais des photos, tu fais vidéo, tu fais tout. Oui, j'ai des pratiques assez diversifiées, c'est vrai. Ouais. Merci, Chloé. Je pense que ça a été très bien. J'ai bien profité de cette conversation. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose que tu n'as pas dit ou... Non, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité d'échanger, enfin d'avoir fait cet échange, de l'avoir pensé et prévu. Et écoute, j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver dans le cadre d'une expo en galerie. Et voilà, l'idée c'est de pouvoir partager ces œuvres et ces images pour qu'elles puissent vivre. Voilà. Merci, vraiment. Moi, j'aimerais bien voir une de tes expos. Alors, si jamais tu fais quelque chose à Paris ou n'importe où, moi, je serai absolument disponible pour y aller. Et si tu veux maintenant, tu peux nous dire les réseaux sociaux où les gens peuvent te trouver. Si tu veux Instagram ou même LinkedIn, comme tu veux. Vas-y. Oui, c'est Instagram me sert un peu de galerie virtuelle. C'est Chloé sans H, CLOE.Calame, CALAME. Voilà. Très bien, très bien. Allez-y voir les photographies et les productions de Chloé. Merci vraiment. Et aussi pour nos auditeurs, j'espère que vous allez bien aimer cet épisode. Je sais que c'est différent. On n'avait jamais fait dans ce podcast ce type d'enregistrement. C'est la première fois. Je pense que ça a très bien marché. Grâce à Chloé aussi qui a beaucoup collaboré. Et juste aussi, je voulais dire que par rapport aux langues, on part un peu
au début de la thématique du podcast, mais avant de finir, je voulais dire que, comme vous savez, je parle 4 langues et je suis professeure maintenant du catalan dans une application qui s'appelle Italki. Alors, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à apprendre le catalan, vous pouvez aller sur le link que je vais écrire dans la description et chercher mon profil. Et si vous aimez bien, commencer à étudier le catalan, parce que je sais que beaucoup de Français sont en train de s'y mettre, francophones en général, sont en train de s'y mettre à l'apprentissage du catalan, qui est très proche aussi au français. Alors, merci encore une autre fois, Chloé. Je pense que tout le monde va t'aimer et va aimer tes projets artistiques. Merci vraiment et à la prochaine. Ciao, ciao. Merci, au revoir.